Donc, je continue avec le système d'analyse par fluorescence X. Pour maintenant clore sur la comparaison entre les deux versions d'appareils de système d'analyse par fluorescence X EDS, c'est-à-dire par énergie dispersive, et WDS, c'est-à-dire par longueur d'onde dispersive. Chacune des deux méthodes ont leurs forces et faiblesses, à commencer par la version WDS. Plus précis au niveau de la reconnaissance des longueurs d'onde. Donc, on le voit ici, ce que vous voyez ici, c'est en haut à droite une représentation du spectre de fluorescence X obtenu par WDS. Donc, ce qu'on remarque tout de suite, c'est la précision des pics, donc la minceur des pics. Étant donné qu'on a un détecteur qui se déplace, on est capable d'aller chercher avec une très grande précision la bonne position correspondant à la bonne longueur d'onde, ce qui génère un signal très précis, ce qui va donc permettre, avec une très grande aisance au système, à reconnaître les éléments qui partagent des longueurs d'onde qui sont proches. Possibilité de détecter des éléments plus légers, parce qu'on peut à la fois mieux distinguer les longueurs d'onde d'éléments légers qui sont proches les uns des autres. L'autre raison aussi, c'est qu'on peut aussi exposer le détecteur à des longueurs d'onde pour des longueurs d'onde plus longtemps, afin de permettre un temps d'exposition plus long et d'aller chercher un meilleur signal par rapport au bruit. Meilleur, donc ça correspond en même temps à la meilleure limite de détection, ce que je viens d'expliquer. Ensuite, plus long pour obtenir un résultat par contre. Ça, c'est l'inconvénient principal du WDS. C'est qu'on va pouvoir voir le spectre entier d'un échantillon, donc pour aller chercher la présence de tous les éléments, c'est plus long. Donc, ça peut prendre, tout dépendant de la précision d'analyse qu'on veut avoir, là, plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures avant d'avoir un résultat. Et c'est aussi en termes d'équipement plus dispendieux que la version EDS, rattaché à la très grande précision du système mécanique permettant le balayage des différents angles pour aller chercher à tour de rôle les différentes longueurs d'onde. Et par rapport au WDS, bien, le DS a aussi ses faiblesses, comme par exemple celui d'être moins précis au niveau de la reconnaissance. Donc on le voit là, lorsqu'on compare le spectre EDS par rapport au WDS, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que pour les mêmes pics, les mêmes éléments, les mêmes longueurs d'onde, les pics sont beaucoup plus larges. Ce qui fait en sorte que deux longueurs d'onde plus proches, le détecteur risque de ne pas en faire la différence. Donc plus problématique au niveau de la reconnaissance. Les éléments légers sont indétectables. On parle plus léger que le sodium. C'est impossible à détecter avec le EDS. Moins bonne limite de détection que par rapport au WDS. Par contre, le gros avantage du énergie dispersif, comme on a au département, c'est la rapidité du résultat. Donc, en quelques minutes, là, ça va varier entre 3 et 10 minutes, tout dépendant de la précision que l'on veut de l'analyse. On peut avoir un résultat sur tout le spectre en entier, donc la présence de tous les éléments analysables par le système en quelques minutes seulement. Donc ça, c'est une force importante du EDS. Et l'autre avantage aussi, c'est que par rapport au WDS, l'EDS est moins coûteux. Donc, il y a moins les parties mobiles sont moins sophistiquées. Par contre, le détecteur est un peu plus cher que le détecteur CCD du WDS. Donc, excusez pour le chien. Voilà. Ensuite, pour en ce qui concerne les limites d'analyse, pour le WDS, si on veut être un peu plus précis, la recherche et l'analyse quantitative est possible en WDS pour certains éléments légers, excepté les plus légers comme l'hydrogène, l'hélium et le lithium, qui sont les trois éléments les plus légers du tableau périodique. Par contre, il peut être possible d'aller chercher certaines informations concernant la présence du carbone, du bore, du beryllium, mais c'est très difficile. Ça prend des concentrations suffisantes de ces éléments légers-là pour aller les détecter.
En ce qui a trait au soufre, comme par exemple si on est intéressé à analyser la présence de soufre dans l'acier, c'est plus facile étant donné qu'il est un peu plus lourd, donc son rendement en fluorescence est meilleur. Sa limite de détection est plus basse, donc c'est plus facile d'analyser le soufre. Mais ça demeure quand même extrêmement difficile pour des éléments comme le carbone, par exemple. Pour l'EDS, en termes de limite d'analyse, les EDS, là, c'est absolument impossible de détecter, encore moins d'analyser tout ce qui est plus léger que le numéro atomique de 10, donc plus léger que le sodium. Même le sodium, c'est assez difficile. Je ne sais même pas si notre système le permet à nous. Mais de manière générale, là, en bas de 10, c'est absolument impossible pour les raisons que j'ai déjà énumérées plus tôt dans la capsule précédente. Donc, les éléments légers pour le EDS Z faible sont très difficilement mesurables en fluorescence X. Les raisons, ben, je les avais énumérées tantôt, je les répète ici. Rendement de fluorescence très mauvais, produisent plutôt des électrons Auger. L'énergie des raies est faible, ainsi que les raies sont proches. Et l'autre raison qu'on pourrait ajouter à ça aussi, c'est que les longueurs d'onde sont facilement absorbables par l'air. De sorte que sous vide, on peut recourir à un appareil, comme on avait dit, permettant soit l'utilisation d'un gaz ou sous vide pour certains éléments. Donc, si on utilise du gaz, ce qu'on fait, nous, avec notre appareil au département, c'est que pour analyser ce qui est plus lourd que le titane, donc on va utiliser de l'hélium, ce qui permet une atmosphère complètement transparente aux longueurs d'onde qui sont plus longues et plus facilement absorbables par l'air. Donc, si on utilise de l'hélium, donc on maintient une pression d'hélium sur l'échantillon, on peut mesurer jusqu'au sodium. Si on n'utilise pas l'hélium, on ne peut qu'analyser jusqu'au potassium. Donc, l'utilisation de l'hélium permet, autrement dit, d'être capable d'analyser les éléments se situant entre les masses atomiques entre celles du sodium et du potassium. Plus lourd que le potassium, l'hélium n'est pas requis. Donc, autrement dit, lorsqu'on veut analyser l'aluminium et le magnésium, chose qu'on fait relativement souvent en métallurgie, il est donc requis et obligatoire d'utiliser une méthode qui permet l'injection d'hélium dans l'appareil. Donc, nous, notre appareil est relié à une bonbonne d'hélium qui permet justement d'en injecter. Donc, l'analyse par fluorescence X, un petit point important à considérer, là, parce que pour nous, métallurgistes, l'un des éléments d'alliage qui nous intéresse le plus, c'est le carbone dans les aciers et les fontes. Mais sachez qu'il n'est pas possible de l'analyser, le carbone, ni dans les aciers, peut-être dans les fontes, jusqu'à un certain niveau avec la version WDS, parce que la teneur en carbone est plus élevée, donc plus facilement détectable. Mais la fiabilité, la précision du résultat, par contre, est loin de ce que est capable de nous fournir un spectromètre à émission optique. Donc, autrement dit, là, le carbone, là, ça ne s'analyse pas en fluorescence X. Donc, seulement par spectrométrie à émission optique ou par analyseur carbone-soufre. Mesure et source d'erreur en fluorescence X. Qu'est-ce qui va influencer la qualité de la mesure et quelles sont les principales sources d'erreur liées à l'utilisation d'un appareil à fluorescence X comme on a au département? Donc, manque de fidélité de l'appareil. Autrement dit, vous analysez un même échantillon à des temps différents, des moments différents plusieurs fois, puis on n'arrive pas tout à fait au même résultat à chaque fois. Donc, une certaine dispersion des résultats, autrement dit, qui peut être due elle-même à différents facteurs, comme par exemple la température ambiante du local, qui va influencer un petit peu la précision du détecteur. L'homogénéité aussi, qu'on pourrait dire, de l'échantillon, bien entendu. La qualité, la fréquence de calibration, ce sont tous des facteurs qui peuvent être responsables des sources d'erreur. Donc, manque de fiabilité de préparation des échantillons, quoique en fluorescence X, c'est moins une source d'erreur probable. Étalonnage insuffisant, donc on ne calibre pas assez souvent, ou ça fait trop longtemps que l'appareil n'a pas été calibré. Ça, je dirais que c'est la principale source d'erreur avec notre appareil à fluorescence X. Donc, il m'est arrivé à certaines occasions là, de voir des collègues utiliser l'appareil et puis s'interroger sur leurs résultats et m'apercevoir moi-même par la suite que la cause c'était parce que ça faisait genre 6 mois que l'appareil n'avait pas été calibré. Donc ça, personnellement, avec notre appareil, c'est la principale source d'erreur.
Il y en a une autre aussi, une source d'erreur qui est très grande avec la fluorescence X, c'est que je l'explique pas dans mes PowerPoint là, parce que là j'en parle et j'y pense là. C'est un point extrêmement important à aborder pourtant, mais je l'écrirai là dans la version PowerPoint là, que vous aurez là, dans le Léa, euh, dans la dernière mise à jour que je vais vous fournir aujourd'hui même. C'est que euh, l'espace qui sépare, la couche d'air qui sépare l'échantillon analysé avec le détecteur et la source est extrêmement importante pour la précision des résultats parce que il faut savoir que le rayon X, tant le rayon X incident que les rayons de fluorescence X partant de l'échantillon jusqu'au détecteur sont absorbés en partie par l'air qui sépare l'échantillon du détecteur et de la source. De sorte que le système en tient compte, mais à condition que cet espacement soit toujours le même d'une analyse à l'autre. D'où l'utilisation d'un petit laser qui sert à nous assurer que l'échantillon analysé est à la bonne distance du détecteur et de la source. Et si ça c'est mal effectué, ou si la hauteur n'est pas tout à fait la bonne, si on utilise de manière inadéquate la méthode permettant l'ajustement de hauteur ou de la distance entre l'échantillon et la source et le détecteur, ben, il va y avoir davantage ou pas assez de rayons X absorbés, de sorte que les courbes de calibration qui, eux, sont construites à partir d'un certain espacement ne seront plus valides. Donc, on va assister à une mauvaise évaluation, finalement, des erreurs au niveau de tant la détection que l'évaluation quantitative des éléments. Et bien sûr, les sources d'erreur aussi, ça c'est propre à l'EDS. Incertitude de mesure et de statistiques de comptage, surtout pour les très faibles concentrations. Donc, une des limites qu'on a parlé tantôt de l'EDS qu'on a au département, c'est sa limite de détection qui elle-même est limitée par la conception du détecteur. Donc, la conception, le détecteur est capable de faire deux choses à la fois. Ça, on comprend très bien. Ça permet le but de ça, c'est de permettre d'accélérer le temps d'analyse. Mais en contrepartie, ben, étant donné que le détecteur il fait plus de choses, ben, chaque chose qu'il fait le fait moins bien. Donc, comme par exemple au niveau du système de comptage, c'est moins efficace qu'un détecteur CCD tel qu'utilisé dans nos spectromètres à émission optique ou dans la version WDS des appareils à fluorescence X. Je vous parle d'une petite caractéristique de l'analyse par fluorescence X que vous pouvez, pendant les labs, que je peux vous montrer aussi, parce qu'on le voit très bien dans le spectre lorsqu'on fait une analyse, c'est un bruit de fond qui provient de différentes sources de bruit. Là, j'ai fait une erreur ici. Deux erreurs. Action. Je suis désolé, je suis encore en train de corriger mon PowerPoint en direct. Et bon, voilà. Je pense que c'est correct. Donc, lorsqu'on se met à la place du détecteur à l'intérieur de l'appareil à fluorescence X, on s'aperçoit qu'on reçoit beaucoup de signaux différents. Donc oui, on reçoit des photons provenant de l'effet de fluorescence. C'est ce qu'on veut analyser. Mais lorsqu'on excite un échantillon avec un rayon X incident, on crée toutes sortes d'autres phénomènes dont les signes vont être eux aussi reçus au détecteur et créer ce qu'on appelle un bruit de fond qui, dans le terme commun de la fluorescence X, on désigne comme étant le Bremsstrahlung. Bremsstrahlung, qui est un nom allemand qui veut dire grosso modo bruit de fond. Et dont le signal est représenté là, sur l'image. Donc, ce que vous avez à l'image, là, c'est la représentation brute d'un signal provenant d'un appareil à fluorescence X. Donc, non seulement on voit apparaître un signal correspondant aux différents photons de différentes énergies de fluorescence X, qui sont symbolisés par 4 pics que vous voyez ressortir. Mais on voit aussi à travers ça un bruit de signal
qui va varier selon l'énergie, donc qui atteint un maximum autour de 50 kV et qui s'abaisse de chaque côté progressivement en descendant ou en considérant ou en descendant l'énergie reçue. Donc, les détecteurs, les atomes de silicium de détecteurs, ils reçoivent plusieurs choses, pas seulement des photons de fluorescence X. Ils vont, en premier lieu, recevoir aussi un paquet d'électrons qui vont arriver sur le détecteur. Donc, nous, bien entendu, ce qu'on analyse, c'est des photons provenant des atomes analysés. Mais il y a aussi des électrons qui arrivent au détecteur. Des électrons projetés par l'échantillon lui-même. Donc, on se rappelle que pour faire de la fluorescence X, il faut faire quitter un électron. Donc, ces électrons-là, où ils vont, il y en a une partie qui réussissent, qui ont suffisamment d'énergie pour quitter l'échantillon et bombarder la surface du détecteur. Donc, il y a une partie du signal. C'est pour ça qu'on assiste à une distribution uniforme de toutes les énergies. Parce que l'énergie de l'électron, elle va être arbitraire. Elle va être due au hasard. Donc, les électrons peuvent avoir toutes sortes de vitesses différentes. Donc, créer un signal qui va être en continu, un bruit de fond continu relié aux électrons reçus. Il y a aussi, ça, on parle des électrons Auger aussi, qui sont des électrons émis par des électrons Auger, qui sont des électrons qui sont émis par des atomes recevant d'autres électrons provenant de d'autres atomes dans l'échantillon. Et c'est eux qui vont recevoir toute une gamme d'énergie différentes, donc créer un bruit de fond en continu. Et non pas des raies très caractéristiques comme on va avoir en fluorescence X. Il y a d'autres phénomènes aussi qui vont générer un signal, donc la fluorescence secondaire, l'effet Compton aussi, les électrons qui vont dévier aussi, le rayon X, c'est-à-dire qui va dévier sur l'échantillon, donc par un phénomène on ne pourra pas appeler ça un phénomène de réflexion, c'est plus un phénomène de déviation. Donc l'échantillon va dévier une partie du rayonnement X incident, puis il y en a une partie qui va arriver au détecteur. Et tout dépendant de l'angle de déviation, le photon il perd une partie de son énergie, et la portion qu'il a perdue est due à peu près au hasard, la façon dont il va arriver sur l'échantillon, ce qui fait que le photon, son énergie est transformée en une autre énergie due au hasard, disons. Donc il va avoir toute une distribution d'énergie différente due à l'effet Compton qui va participer au Bremsstrahlung, au bruit de fond. Et finalement, il va y avoir un phénomène de diffraction. Donc, le rayon incident va arriver tel quel, mais celui-là, il ne causera pas un Bremsstrahlung continu. Ça va toujours être la même énergie qui va arriver. Ça va donner un pic, mais un pic qui va être confondu dans le bruit de fond. Donc, correspondant à la longueur d'onde utilisée provenant du molybdène de la source. Voilà. Donc, les Bremsstrahlung, vous voyez, là, il faut qu'on puisse détecter les raies de fluorescence X. Il faut que les raies de fluorescence X soient suffisamment intenses pour pouvoir ressortir à l'extérieur du Bremsstrahlung. Donc, c'est ce qui va faire en sorte que certains éléments qui sont moins concentrés dans l'échantillon, donc pour lesquels la vitesse de la fréquence de comptage va être très basse, que le pic ne réussira pas à ressortir du bruit de fond, ou du Bremsstrahlung. Donc, c'est le Bremsstrahlung, finalement, qui fixe la limite de détection du système. C'est la raison pour laquelle, dans la version WDS, le Bremsstrahlung est beaucoup moins intense. Pourquoi? Parce que le détecteur, il est placé à un endroit très spécifique. Donc, il reçoit beaucoup moins de signal provenant du bruit, provenant des autres sources comme les électrons, l'effet Compton. Donc, il est beaucoup plus petit, le détecteur. Il est très, très, très petit. Et il est positionné exactement pour recevoir un photon en particulier. Tandis que le détecteur SDD, il couvre une plus grande surface, donc il est beaucoup plus exposé au bruit de fond, aux différents signaux, ce qui va créer un bruit de fond étendu plus élevé. Donc, la raison pour laquelle le WDS fournit une limite de détection beaucoup plus faible, c'est-à-dire il permet d'être capable de détecter des éléments beaucoup moins concentrés, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de Bremsstrahlung avec le WDS, mais nous, notre appareil, c'est un EDS, donc on est plus limité en termes de limite de détection à cause de ce bruit de fond-là. Ensuite, il y a les effets de matrice en fluorescence X. Ce qui fait que les effets de matrice, ce sont des effets qui proviennent de la présence de d'autres éléments.
Donc, le rayonnement de fluorescence X, lui, quand, mettons, si vous mettez à la place d'un atome qui est à une certaine profondeur dans l'échantillon et qui réussit à recevoir le rayon incident, et puis qui émet son propre rayonnement fluorescence X, mais il faut lui qu'il sorte de l'échantillon. Et il n'est pas garanti qu'il puisse sortir de l'échantillon intact. Donc, ce même rayonnement-là peut servir à exciter un autre électron d'un autre atome entre lui et la surface de sortie de l'échantillon. Donc, vous voyez, ça, on appelle ça un effet de matrice. C'est un des types d'effets de matrice qui existent. Et ça met l'effet de matrice, on pourrait le caractériser en deux types d'effets. Le phénomène d'absorption, puis la fluorescence secondaire. Donc, l'absorption, je ne sais pas si on l'explique, oui, c'est que les éléments, les atomes, absorbent une partie du rayon X. Ils ont un pouvoir d'absorber le rayon X. C'est là-dessus qu'on mise, justement, pour faire de la radiographie. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est capable de voir un os cassé lorsqu'on fait une radiographie en hôpital? Ben, c'est parce que l'os, la densité, et puis mais là, c'est au niveau plus de la densité, là, mais la densité de l'os est différente de la densité de la masse musculaire autour. Donc, le rayon X n'est pas absorbé de la même façon, de sorte que lorsque les rayons X traversent la jambe et arrivent vers le film, ben, le film ne sera pas brûlé de la même façon, tout dépendant si le rayon X a traversé que de la masse musculaire ou à la fois de la masse musculaire et de l'ossature. Donc là, étant moins dense, normalement, le rayon X va réussir à traverser en plus grand nombre ou d'une plus grande intensité. Il va en ressortir plus à travers la jambe, puis il va en arriver plus vers le film, fait que le film va être davantage brûlé vis-à-vis l'os par rapport au ligament ou à la masse musculaire. Donc ça, c'est une image en lien avec la santé. Mais en lien avec les métals, ben, il y a des métaux qui absorbent les rayons X beaucoup plus que d'autres, comme par exemple les métaux plus lourds, en général, comme le cadmium, le plomb, absorbent les rayons X de manière beaucoup plus efficace que l'aluminium, par exemple. Donc, de manière plus générale, plus les éléments sont lourds, plus ils absorbent le rayon X. Et ça, il faut en tenir compte dans l'analyse. Parce qu'on utilise justement l'intensité de la fluorescence X pour faire l'analyse quantitative. Mais si cette intensité de la fluorescence X, son intensité, elle est dépendante de l'intensité du rayon X incident qui traverse l'échantillon. Donc, si par exemple, vous avez des éléments, vous analysez un métal lourd, comme de l'or par exemple, l'or est relativement lourd, il absorbe les rayons X de manière beaucoup plus grande que l'aluminium. Ben, si vous avez par exemple du magnésium, 1% de magnésium dans de l'or, et que vous avez aussi 1% de magnésium dans de l'aluminium, ben, même si vous avez la même quantité de magnésium dans les deux bases métalliques, ben, l'intensité de l'arrêt du magnésium arrivé au détecteur ne sera pas du tout la même. Donc, dans l'or, étant donné que le rayon X est beaucoup plus absorbé, tant à l'entrée qu'à la sortie, ben, l'intensité du signal du magnésium va être beaucoup plus faible si le magnésium est mélangé à l'or que si cette même quantité de magnésium-là est mélangée à l'aluminium. Donc, comment faire pour que deux signaux très différents au niveau de la hauteur des pics d'un même élément, mettons, du K alpha 1 du magnésium, que deux signaux de pas la même hauteur, pour que le système me dise quand même que dans les deux cas, il y a 1% de magnésium. Donc, vous voyez la complexité, comment ça peut devenir complexe, l'interprétation. Donc, il faut que la fluorescence X puisse tenir compte de la base métallique. Donc, et ça, il en tient compte de par l'analyse qu'il en fait. Autrement dit, la fluorescence X, à chaque fois, ne sait pas du tout ce qu'on lui donne. Contrairement à la spectro, il faut lui dire d'avance que c'est un acier ou que c'est un aluminium, même il faut lui dire à peu près quel alliage que c'est. Tandis que la fluorescence X, on peut mettre un échantillon,
Puis au départ, la fluo n'a aucune idée de ce que c'est. Ça peut être du plomb, de l'or, peu importe. Mais ce qu'il va faire au départ, dans les premières secondes d'analyse, l'appareil va injecter du rayon X, puis il va lire qu'est-ce qu'il y a. Il va faire qu'une analyse qualitative, de façon à voir c'est quoi à peu près la base métallique. Est-ce que je suis en train d'analyser une base métallique lourde ou plus légère? Puis là, après ça, sachant que c'est de l'or ou de l'aluminium ou du fer ou que la base métallique est du nickel ou du cuivre ou peu importe, là, il va ajuster la courbe de calibration de tous les éléments en conséquence, de façon à tenir compte justement de ce qu'on appelle l'effet de matrice dû à l'absorption primaire et secondaire. Donc l'absorption primaire, c'est l'absorption du rayon X incident, tandis que l'absorption secondaire, c'est l'absorption du rayon de fluorescence X à la sortie de l'échantillon, qui lui aussi est absorbé. Donc l'absorption, comme je l'ai dit tantôt, dépend du numéro atomique. Plus les éléments sont lourds, plus ils absorbent. Donc par exemple, ici, là, pour fin de comparaison, admettons que bon, j'ai le cas alpha 1 du bord, okay, Z égale 5, qui est un élément assez léger. Sa profondeur d'absorption, c'est 50 nanomètres. C'est-à-dire, si vous mettez un morceau de bord, là, pour vous l'analyser, ben, son Z égale 14, ça, c'est sa profondeur d'absorption, c'est 50 nanomètres. Tandis que le cuivre, l'énergie de photon est beaucoup plus grand, lui, on va être capable de faire traverser le rayon. Sa profondeur va être autour de là, on parle du silicium. Attendez un instant, là, je recommence. Là, j'ai mal compris la chose. Donc, ici, ce qu'on parle, c'est de l'absorption du bar dans une matrice de silicium. Donc, le silicium, autrement dit, on est capable de le détecter jusqu'à 50 nanomètres de profondeur. Tandis que là, je parle de l'or, donc du cuivre dans l'or, c'est-à-dire. Donc, autrement dit, vous avez du cuivre dans du fer et du cuivre dans l'or. L'or étant plus lourd que le fer, l'or absorbe plus les rayons X que le fer. Okay? De sorte que le cuivre, il va être détectable jusqu'à une profondeur de 240 nanomètres dans l'or. Donc, c'est pas très profond, ça, parce que le rayon X est très rapidement absorbé. Tandis que lorsqu'on veut l'absorber dans du fer, le rayon X va beaucoup plus loin, le fer est beaucoup moins dense, l'absorption est beaucoup moins forte, donc là, on parle d'une profondeur d'absorption de 3 microns. Donc, ici, puis là, l'image du silicium. Le silicium, lui, par comparaison, là, le silicium est plus léger, donc les rayons X sont moins absorbés. Le bar, on peut le détecter jusqu'à 50 nanomètres parce que le bar est très peu efficace en termes de fluorescence X, tandis que le cuivre dans le silicium, on peut le détecter jusqu'à une profondeur de 4 microns dans une matrice de silicium. Voilà. Donc la fluorescence secondaire, ben, je l'ai expliqué tout à l'heure, là, c'est le fait que un élément qui émet en fluorescence X, le photon, va aller exciter un autre électron d'un autre atome en haut de lui pour faire une deuxième fois de la fluorescence. Donc on parle de fluorescence secondaire. Donc, mesure et source d'erreur encore, les interférences encore avec l'effet de matrice, l'effet des éléments légers. Donc, les éléments légers émettent quelque peu en fluorescence secondaire, fluorescence X, donc ils sont aussi ils émettent de la fluorescence, mais ces rayons fluorescents-là ne sortiront pas généralement pas de l'échantillon, mais ils vont exister dans la pièce, dans l'échantillon, et influencer finalement la qualité de la mesure. Donc, ils ont une influence importante dans les effets de matrice, même si on ne veut pas les mesurer, il faut en tenir compte. Donc, on va utiliser, par exemple, des mesures extérieures, comme par exemple des gaz oxydés comme le CO2, le NOx, le H2O et le SO2, par exemple, pour lesquels on va utiliser ce phénomène-là pour analyser certains gaz. Donc, on peut par efflorescence X analyser des molécules, soit dit en passant.
C'est ce qui est dit ici. Donc, on peut, par stoichiométrie, si on sait que l'élément analysé est lié à de l'oxygène ou de l'azote ou du carbone, on peut avoir une estimation, par exemple, si on analyse un aluminium, puis on veut avoir une idée de la quantité de précipité de CuAl2 qu'il y a dans l'échantillon. Euh, mais il faut considérer qu'il y a que tout le cuivre et l'aluminium est combiné ensemble. On peut faire une estimation de la quantité de précipité qu'il y a dans un métal. Mais ça, il faut très bien connaître l'échantillon avant de pouvoir faire ça. Donc, tantôt, j'ai dit qu'il arrive que les longueurs d'onde de deux éléments différents soient voisines, premier ou second ordre. Donc, ça, doit ça peut être en second ordre, on n'en aura pas dans les EDS, mais dans l'UDS, ça va arriver. Donc, on sait que le EDS, c'est une de ses faiblesses. Donc, il peut arriver que deux longueurs d'onde proches se superposent, puis que le système ne puisse pas être capable de les distinguer et de les compter comme une seule longueur d'onde. Donc, et là, ben, c'est de là, c'est dans la nécessité de différencier certaines longueurs d'onde proches que le WDS existe. Euh, et on peut utiliser aussi des filtres sélectifs dans les EDS pour essayer de compenser le manque de précision dans la détection du EDS. Donc ici, je donne des exemples de longueurs d'onde proches qui peuvent être difficilement distinguables par des systèmes d'analyse par fluorescence X. Donc, par exemple, là, vous en avez plusieurs. Là. Vous voyez des longueurs d'onde provenant de différents photons de différents éléments. L'hafnium, le zirconium, là, le cas L-bêta 1, par exemple, de l'hafnium, à 0.13741 nanomètres, ben, il correspond, il est très très proche, par exemple, du L-bêta 1 du tantal, qui est à 0,13271, qui lui-même est proche aussi d'une autre de ces longueurs d'onde à 0.128. Donc, vous avez des correspondances comme l'or, le tungstène et l'iridium et le tantal. Donc, vous voyez des longueurs d'onde qui sont très très proches les unes des autres de ces éléments-là. J'attire votre attention particulièrement sur l'iridium et le tantal, dont le L N et le L bêta 2 qui sont exactement le même. Donc, voyez-vous, là, ce que ça fait, c'est que si vous avez un échantillon qui a présence à la fois d'iridium et de tantal, ben, les deux longueurs d'onde vont se chevaucher. Et si on utilise le L bêta 2 pour faire l'analyse du tantal, ben, à cela va s'additionner le détecteur, il va penser que, que les rayonnements émis par l'iridium appartient au tantal, puis il va se rajouter au signal. Donc, ça va faire une surestimation de la concentration en tantal, par exemple. Donc, les systèmes de détection, les logiciels, les courbes de calibration doivent tenir compte de ces potentielles sources d'interférence. Donc, pour sortir un petit peu du domaine fondamental de la fluorescence X, puis d'aller dans des côtés un petit peu plus pratiques, où j'avais parlé, je vous ai montré une animation dans deux ou trois capsules précédentes qui existent en fluorescence X, des appareils portables qui ressemblent à celui que vous voyez à l'écran présentement. Donc, très pratique pour les ferrailleurs ou ceux qui travaillent dans le domaine de la minéralogie. On peut aller faire une analyse sommaire d'une roche, par exemple, ou de métal de récupération pour pouvoir faciliter la fabrication, le classement en lot des différents alliages métalliques. C'est ça, un appareil à fluorescence exportable. On a aussi des analyses XRF sur filtre. Possible d'analyser des dépôts sur filtre, c'est-à-dire que, par exemple, si on veut analyser la qualité de l'air, donc détecter entre autres la présence de particules de plomb, de cadmium, de mercure, de contaminants d'ordre général métallique dans l'air. Fait qu'il s'agit de filtrer pendant un certain temps, de faire passer, d'aspirer l'air dans un local dont on veut analyser la qualité de l'air et faire passer l'air dans un filtre qui va retenir les contaminants. Et au bout d'un certain temps, à partir du moment où on juge qu'on a assez d'atomes retenus pour aller chercher une fiabilité sur l'analyse, on prend le filtre et on l'analyse directement sur l'appareil à fluorescence. Donc on appelle ça analyser de dépôt sur filtre.
Et ça permet aussi de diminuer beaucoup les effets de matrice parce que les métaux sont incorporés dans un filtre organique dont les éléments ne sont pas excitables par fluorescence X. Donc l'effet de matrice est presque disparu, étant donné que les métaux analysés ne sont pas dans une base métallique qui crée un effet de matrice, ils sont plutôt dans un filtre de composition organique. Vous avez une façon d'utiliser la fluorescence X qu'on appelle spectrométrie en réflexion totale, TXRF. Donc, technique d'analyse de très petite quantité, on diminue au maximum le bruit de fond. Donc, c'est une technique qui permet de diminuer le maximum de bruit de fond afin d'améliorer la limite de détection. Donc, de petites trailles. Ici, il y a microfluorescence, ça c'est beau. Donc, vous avez la microfluorescence X, qui est une version de la fluorescence X que nous utilisons au département. Nous, on fait de la microfluorescence. La taille du faisceau est très petite, ça va de 0,1 mm à 1,5 mm de diamètre. Donc, ça nous permet d'analyser des zones très précises dans un échantillon métallique et de faire des mesures de ségrégation majeure ou même mineure dans certains cas. Notre système est capable d'analyser aussi des cartes électroniques en séquence, pour analyser des points précis sur une carte, comme par exemple une composante. Entre autres, nos appareils peuvent servir pour différents ministères de l'environnement pour détecter la présence de métaux interdits dans la fabrication de cartes électroniques. Donc, certains centres de recherche ou de certification ou centres de surveillance ont des appareils comme le nôtre pour l'inspection de cartes électroniques fabriquées par des compagnies informatiques. Donc, non destructif pour semi-conducteurs et métaux, pas de préparation pour ces échantillons, on l'avait dit. Possibilité de taille de zone d'analyse très petite, 30 microns ou moins dans certains cas. On peut analyser des liquides en fluorescence X. Donc, dans quel domaine la fluorescence X est utilisée? Donc, on peut analyser la présence de métaux lourds dans les plastiques. Donc, pour les jouets, par exemple, on sait que il y a eu une époque où on utilisait beaucoup de plomb pour la fabrication des jouets en plastique, chose qui est maintenant interdite, bien entendu. Et il existe des systèmes de surveillance là, qui permettent d'analyser le plomb dans les plastiques. L'analyse de minerais et de minéraux, la fluorescence X est la principale méthode d'analyse pour mesurer la concentration des minerais dans les concentrés dans les mines pour la détection ou pour l'évaluation de la qualité des gisements. Analyse sur le plancher en métallurgie avec la fluorescence exportable. En pétrochimie, comme par exemple mesurer le taux de plomb dans l'essence. Biologie et médecine, donc par exemple le potassium dans le sang des diabétiques. Étude de la pollution, donc avec, comme je l'ai dit tantôt, analyse sur filtre. On peut aussi mesurer des couches minces, mais pas minces, des couches quand même relativement épaisses, comme par exemple on peut mesurer l'épaisseur de dépôt, comme par exemple du nickel sur de l'acier ou du zinc sur de l'acier. Donc, on fait une correspondance simple avec des standards. Donc, ça, vous allez le faire en laboratoire. On peut évaluer l'épaisseur d'une couche de nickel sur de l'acier, par exemple, ou de chrome. En laboratoire, on fait couche de chrome sur acier et couche de nickel sur acier. Avec un certain nombre de standards pour lesquels la teneur, la couche de chrome et de nickel va être différente. On va chercher le signal sur le métal déposé. Le rayon X, lui, ce qu'il fait, c'est quand il rentre, il traverse une couche. Il va aller exciter une certaine quantité de chrome, par exemple. Si on parle du chrome sur de l'acier, il va aller traverser. Si la couche est mince, ben, il n'y aura pas beaucoup de chrome excité, fait que le signal va être faible. Tandis que si le dépôt est plus épais, la quantité de chrome sous le faisceau va être plus important. Donc, le signal relatif au chrome va donc être plus important. Il s'agit d'utiliser les intensités brutes sur chacun des standards et faire une courbe de calibration avec les épaisseurs connues. Ça nous permet donc, après ça, d'aller lire le signal sur une couche inconnue et d'utiliser la courbe pour évaluer l'épaisseur de la couche. Donc c'est quand même assez simple comme méthode. Il existe des normes relatives à la fluorescence X, surtout la ASTM B568 qui concerne l'épaisseur de dépôt, la ISO 9516 qui concerne l'analyse des minerais de fer.
Voilà, je pense que ça complète assez bien le chapitre sur la fluorescence X. Donc, je vais terminer ici la capsule. Et puis, la semaine prochaine, ben, dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, c'est la relâche. Donc, dans 2 semaines, je vais aborder le quatrième appareil, en l'occurrence l'appareil à absorption atomique. Voilà.